Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Alassane Dramane Ouattara, 78 ans, ne briguera pas un troisième mandat. Le président ivoirien qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à la présidence d'octobre 2020 en a fait l'annonce ce jour devant les parlementaires ivoiriens réunis en session génération. J'ai décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Intervient alors que le climat politique reste très tendu en Côte d'Ivoire. Koudou Bagbo, Henri Konan Bédié, Charles Blé Goudé n'ont pas encore déclaré leur candidature. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Présidentielle en Côte d'Ivoire, ce sera sans Alassane Dramane Ouattara pour en parler. Je suis en plateau ce soir avec Eric Yombi. Bonsoir Eric. Bonsoir à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Voilà Eric Yombi, relations internationales. Oui, merci. Évidemment, j'ai l'honneur de discuter encore avec vous, de même que les autres personnes ce jour, en ce qui concerne ces questions épineuses. Oui. C'est à ce titre, évidemment, que... Oui, vous êtes auteur de Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, perte et profit des liens bilatéraux et multilatéraux. Tout à fait. Cet ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage numérique de 314 pages qui parle de l'action internationale du Cameroun depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Évidemment, vous comprenez qu'il y a une séparation entre l'action bilatérale, c'est-à-dire avec les partenaires comme la France, d'une part, et d'autre part avec des partenaires multilatéraux comme l'ONU, l'Union africaine et j'en passe. Alors, pour obtenir ce livre numérique, il faut tout simplement se rendre sur le site www.leséditions-de-l'horizon.com. Voilà, bonsoir Joseph René Mboutou. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue sur le plateau. J'y suis déjà habitué et j'y viendrai à chaque fois que vous allez m'inviter. Voilà. Maître Roland Diawo, bonsoir. Bonsoir M. Outou, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est toujours un plaisir quand vous m'invitez, monsieur. Maître Roland Diawo, voilà, bienvenue, une fois de plus. Vous aussi, vous allez parler comme Joseph René Mboutou. C'est toujours plaisir d'être là. Equinox Soir. Effectivement. Voilà, lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, madame, monsieur, sur Equinox Soir, on ne pouvait pas faire sans un Ivoirien. Il est là. Radio, le nom, c'est un peu compliqué, Millet Claude. Mrandio. Voilà, Millet Claude, il se fait appeler le général Bao. Bonsoir, général. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, mes chers copanélistes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur un plateau avec des gens de renom de votre camp. Oui. Je salue mon frère Eric pour son livre qui vient de sortir. Voilà, dites-moi, général Bao, lorsque vous avez appris cette nouvelle, d'aucuns la qualifient d'historique. Votre première réaction? Ben écoutez, Alain Sergetou, c'est un plaisir pour moi d'avoir appris cette nouvelle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est historique. Elle n'est pas historique dans la mesure où... On connaît comment les présidents africains se comportent, c'est pourquoi ils décident, ils pouvaient briguer un autre mandat. Oui, ils pouvaient certainement briguer un autre mandat, mais pour la première fois en 10 ans d'exercice du pouvoir, le chef d'État Alassane Dramane Ouattara a décidé de respecter la constitution ivoirienne. C'est pour la première fois qu'il a décidé de respecter la constitution ivoirienne. Et cette démarche est salutaire. Okay. Elle est salutaire parce que, souvenez-vous, il a dit qu'il allait gouverner le pays seulement pendant 5 ans. Il allait rendre le tablier. Il ne l'a pas fait. En 2015, il a publicité notre mandat. Et à la veille des élections, il a dit qu'il n'allait pas terminer son mandat, qu'il pourrait léguer le pouvoir en cours de mandat. Il ne l'a pas fait. À la veille du référendum constitutionnel de 2016, il a dit, n'est-ce pas, qu'il allait léguer encore le pouvoir, qu'il ne serait pas candidat pour notre mandat en 2020.
Mais il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas respecté sa parole. Et puis, cette histoire n'est pas historique dans la mesure où le constitutionnaliste du chef d'État Alassane Ouattara, en l'occurrence le ministre Cissé Bakongo, celui qui a écrit la constitution de 2016 ivoirienne, a dit que Ouattara n'est pas éligible. Et il a dit haut et fort en Mondo-Vision. Ouattara n'est pas éligible pour un troisième mandat. C'est-à-dire en fait, que la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne, à son article 183, stipule que le président de la République n'est élu que pour un seul mandat, non, pour 2 mandats non renouvelables. C'est-à-dire faire un premier mandat, après il fait un deuxième mandat non renouvelable. Ça, c'est les dispositions constitutionnelles. Donc, pour la première fois, Ouattara a respecté la constitution ivoirienne en disant qu'il ne sera pas éligible pour un troisième mandat. Mais nous sommes surpris que certains s'agitent. Mais on doit vraiment être très serein. On doit être serein parce que l'article 35 de la constitution ivoirienne dit que les tests applicables à la matière restent en vigueur. Alors que l'article 183 n'a pas été remodelé lors du référendum de 2016. Et voyez-vous, à chaque veille d'un événement historique en Côte d'Ivoire, Ouattara annonce des choses pour distraire l'opinion nationale et internationale. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. À la veille du référendum de 2016, pour distraire les gens à voter massivement le référendum, il a dit qu'il ne va plus se présenter pour un troisième mandat et il risque même de ne pas terminer son mandat. Ça a amené les gens à voter la constitution de 2016 qu'il a dit qu'elle était moderne. Ensuite, nous sommes à la veille de la modification de la constitution de 2016, pourtant dite moderne par Alassane Ouattara. Figurez-vous. La veille, c'est prévu pour le 17 mars. Oui, c'est prévu pour le 17 mars. Et là, il a lancé une balle d'essai. Au moment où nous sommes tous contentés sur la balle d'essai, il va profiter pour modifier la constitution. Parce que le référendum de 2016 a permis à la constitution ivoirienne de ne plus être amendée en passant par référendum. C'est-à-dire les députés peuvent siéger et changer les lois de la République sans le mandat du peuple. Donc c'est ce que prévoit, c'est les dispositions que prévoit la constitution de 2016. Donc Ouattara peut maintenant faire modifier la constitution par les députés RAGP à la sortie du pouvoir pour briguer un autre mandat. Et Ouattara, sa parole, c'est comme le vent. Ça va à gauche, ça va à droite. C'est-à-dire ce qu'il dit aujourd'hui, demain il peut ne pas reconnaître. Il a dit sur RFI ici en 2016 qu'il n'allait pas être candidat. Il a dit sur Africa 24 qu'il n'allait pas être candidat. Il a dit sur France 24, il a dit à maintes reprises qu'il ne serait pas candidat, qu'il allait laisser la place à une nouvelle génération. Mais écoutez, dans quel pays sommes-nous? Comment un chef d'État peut dire j'ai décidé solennellement de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je compte léguer la place à la nouvelle génération. Mais ce n'est pas le président de la République qui lègue la place à la nouvelle génération. Oui, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes président de la coalition des patriotes ivoiriens en exil, section Afrique centrale. Tout à fait. C'est bien cela, Général Bao. Éric Gombi, pour le Général Bao, il faut prendre cette sortie avec des pincettes. Il peut avoir des surprises. J'espère qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il y aura un revirement, c'est-à-dire qu'il est possible, de son point de vue, que le président Ouattara puisse de nouveau se présenter, n'est-ce pas, à une future élection. Mais je pense que nous sommes en 2020 et il y a beaucoup d'éléments historiques, il y a beaucoup évidemment de tournures qui font que le monde, cette annonce en 2020 ne peut pas être considérée comme les autres qui ont été annoncées par le passé. Vous savez, il y a un précédent en Afrique de l'Ouest en ce moment, c'est la Guinée-Conakry. Et ce n'est pas rien. Vous savez, le président Alpha Condé, à quelques heures, évidemment, de cette consultation, de ce référendum, a décidé, évidemment, d'ajourner cette consultation. Ce n'est pas pour rien. C'est déjà parce qu'évidemment, ces pairs de la CEDEAO l'ont lâché, de même que certaines organisations comme la francophonie. Vous savez également que le climat en Côte d'Ivoire en ce moment est extrêmement particulier. Il est même déjà tendu. C'est à ce titre que M. Soro parlait évidemment des crises préélectorales. Et vous savez, en ce moment, en ce qui concerne le cas Gbagbo, qui montre évidemment que la situation est encore tendue, il est hautement probable que celui-ci ne revienne pas en Côte d'Ivoire cette année. Je dis bien qu'il est hautement probable. Alors, et comme si ça ne suffisait pas, on assiste à un moment donné, en ce qui concerne la France officielle, à une volonté de vouloir changer au moins dans l'habillage démocratique
la façon de gérer sa relation avec ce qu'on peut appeler ses anciennes dépendances. Aujourd'hui, la volonté officielle de la France, c'est évidemment de vouloir mettre en place un habillage qui serait un habillage démocratique. De mon point de vue, il y a beaucoup d'éléments pris en compte aujourd'hui en 2020 qui nous font dire que la décision du président Ouattara, difficilement il reviendra dessus. Surtout qu'il nous a marqué quelques indications, sans vouloir revenir sur l'élément concernant la jeunesse. Il y a une volonté qui semble en ce moment l'habiter. Il a envie d'écrire l'histoire. Et c'est pour écrire évidemment cette histoire qu'il a convoqué les deux chambres en session évidemment extraordinaire. Il a envie de... Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais ça ne s'est passé. Évidemment, il a envie de marquer les esprits. Nous avons tous envie de croire qu'il va organiser ces élections pour passer la main. Maître Roland Diaou, le président Alassane Ouattara fait une annonce pour le général Bao. Il est un peu sceptique, mais pour Éric Yombi, le président Ouattara veut rentrer dans l'histoire. Et il le dit lui-même, il veut passer le témoin. Il est président démocratiquement élu. Il veut que la Côte d'Ivoire retienne ça de lui. Oui, moi j'ai une lecture qui est un peu entre les deux. Tout d'abord, je ne suis pas un fan du président Ouattara, et ça beaucoup de gens le savent, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que ce qui vient d'être annoncé par le président Ouattara se trouve être une annonce qui détonne quand même lorsque l'on regarde ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique francophone tout au moins. Et c'est une Afrique francophone qui a souvent normalisé l'écart et écarté la norme. Normalement, l'acte qu'a posé M. Alassane Ouattara ne devrait pas être exceptionnel. Puisque qu'a-t-il fait concrètement? Il a simplement annoncé qu'il va respecter la Constitution. C'est tout ce qu'il a fait. Mais pourquoi ça détonne? Ça détonne parce que précisément, en Afrique, ce n'est pas la norme que de respecter la Constitution. Et vous allez très vite suivre mon regard. Si je regarde du côté du jumeau de la Côte d'Ivoire qu'est le Cameroun et qu'on se replonge un peu en 2008, il y a un peu plus de 12 ans de cela, il y avait une constitution au Cameroun à cette époque-là qui disposait que le président de la République était élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Et je vous fais observer qu'à l'époque, certaines éminences juridiques de ce pays, pour qui nous avons toujours un certain respect, avaient quand même osé violer les règles élémentaires du droit, notamment celles qui disposent que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif, pour expliquer avec des contorsions que personne ne comprend que cette modification ne disposait pas pour l'avenir et qu'elle pouvait justement permettre au président en fonction, qui avait effectivement épuisé ses 2 mandats en vertu de la loi en vigueur, de pouvoir briguer un mandat supplémentaire. Donc, pour faire simple, on est dans un contexte où, et d'ailleurs, du point de vue factuel, du point de vue de l'actualité, la décision du président Ouattara intervient dans un contexte en Afrique de l'Ouest où il y a un cas. Il y a un cas d'un président qui a lui aussi fait une dizaine d'années au pouvoir, exactement comme M. Ouattara, mais qui lui n'est pas en train de vouloir respecter justement les règles prévues par la Constitution et les règles de l'alternance démocratique. Et donc cela peut s'avérer être effectivement une sorte de message fort, même si ce n'est pas un message fort pour les Ivoiriens. J'entends bien que le contexte ivoiro-ivoirien a des contingences que nous ne pouvons pas maîtriser ici à Douala, mais au moins pour la portée, on va dire, communicationnelle et symbolique. Merci pour l'expression. Il y a des leçons que cela peut entraîner, notamment aux pays voisins comme la Guinée, un pays où l'élection présidentielle vient de s'achever et qui visiblement débouche sur une crise post-électorale. Le Togo, parce que rappelez-vous aussi que dans le cas du Togo, ce qui a amené le président Faure Gnassingbé au pouvoir, c'était une violation de la Constitution. Il se trouve qu'au décès du président Eyadema, les règles qui ont été appliquées n'ont pas du tout été les règles que prévoyait la Constitution togolaise. On peut citer des exemples comme ça à l'appel. Mais j'aimerais chuter sur le fait que cela devrait également nous permettre de nous conforter dans une posture
qu'a prise l'Union africaine, même s'il faut encore travailler à ce que cette posture-là puisse être effectivement appliquée. On a souvent coutume d'entendre dire que le simple fait qu'il y ait des élections, cela garantissait la démocratie. Mais j'aimerais souligner que le fait qu'on puisse dire d'un pays qu'il y a la démocratie, ce n'est pas seulement du fait de l'organisation même régulière d'élections, c'est aussi du fait de la garantie de l'alternance démocratique. Et cette posture de l'Union africaine est cristallisée dans un texte qui a été adopté, qui est d'ailleurs entré en vigueur après que le Cameroun l'ait ratifié. C'est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Parce que lorsque vous prenez les dispositions de l'article 23 de ce texte-là, article 23 alinéa 5, vous verrez qu'il est dit là-bas que les États conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible des sanctions appropriées de la part de l'Union. Et l'alinéa 5 dit par exemple que constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. En un mot comme en mille, si la révision constitutionnelle envisagée en Côte d'Ivoire pour mars 2020 a pour effet de porter atteinte aux règles de l'alternance démocratique, à partir de ce moment-là, les juristes ivoiriens sont fondés à mettre en mouvement les mécanismes prévus par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, arguant d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Cela est désormais dans l'ordre du droit positif africain. Et maintenant, je disais tout à l'heure que j'étais un peu entre les deux. C'est vrai que on peut aussi avoir des raisons de penser qu'il faut être, disons, mesuré. Au-delà du symbole, au-delà de l'aspect purement symbolique et fort que représente une annonce comme celle-ci, oui. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit encore simplement d'une annonce. Oui. Il faut relativiser en sachant que c'est encore simplement une annonce. Alors, une annonce, certes, solennelle, parce qu'elle est faite devant le Congrès ivoirien réuni en session extraordinaire, mais une annonce quand même. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui, le 17 mars, et l'élection présidentielle envisagée en octobre, beaucoup de choses peuvent se passer. Et si on regarde ce qui se passe souvent au Cameroun, c'est un temps largement suffisant pour initier des motions de soutien ou des appels à candidature. À tel point qu'on peut se retrouver d'ici octobre en train de voir un président Ouattara dit, comme son homologue camerounais de 10 ans plus vieux, qu'il n'a pas envie de décevoir ce peuple qui lui a fait des appels, même quand on sait que les appels dont il s'agit sont souvent montés de toutes pièces. Donc on a des raisons quand même de rester tout au moins mesuré quand on sait quand même que, bon, on est dans des contextes où l'esbrouf n'est pas toujours loin des stratégies qui sont mises en œuvre. Mais je termine, je voulais simplement dire que il faut savoir tirer de cet acte une leçon positive. Et de mon point de vue, il y a effectivement une leçon positive à tirer de là. Et cela est à l'actif du président Ouattara. Joseph René Mboutou, lorsqu'on préparait cette émission, vous, comme disait M. Diou, c'est une annonce, il faut s'en méfier. Les politiques font toutes des annonces. Oui. D'ailleurs, toute la machine de politique publique participe d'abord souvent des effets d'annonce. C'est-à-dire le politique fait une annonce qui traduit une vision, et cette vision doit être reprise par les gens d'en bas pour pouvoir traduire ça en quelque chose de palpable. Donc ça part toujours par un effet d'annonce. Et est-ce que, comme dit M. Diou, entre aujourd'hui 5 mars et le 31, il y a la révision le 17 mars, le 31 octobre, beaucoup de choses peuvent se passer. Justement, je vais vous lire ce passage, ce que disait le président Ouattara. Il dit je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors, si eux décident d'être candidats, je serai
candidat. Vous voyez que ça participe d'un marketing politique. C'est plus pour... Donc si entre-temps le président Bédié et le président Ouattara sont candidats, est-ce qu'il peut revenir sur sa... Le président Gbagbo, est-ce qu'il peut revenir sur sa décision? Il est clair que d'ici à octobre, beaucoup de choses peuvent effectivement se passer en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que je le rejoins quand il a dit que ça reste une annonce. Oui. Et cette annonce n'a aucune faute de cohésion. Il y a une modification de la Constitution qui peut une révision de la Constitution qui est attendue. Oui, le 17 mars. Le 17 mars, qui peut-être remettre le président Ouattara en scène. Et les choses changent. Parce que pour l'instant, il n'a fait que respecter la Constitution actuelle. Je voudrais dire que les politiques doivent tenir compte des environnements. Sinon, on risque d'avoir ce qu'on appelle en sciences politiques l'isomorphisme. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas penser que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou alors en Russie, en France, peut exactement être transporté de la même manière au Cameroun. Il faut à chaque chose tenir compte des effets de l'environnement. Et c'est pour ça que des comparaisons ne peuvent pas être faites de façon standard et arrêtée d'un environnement à un autre. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en dessin. Voilà. C'est ça? Donc, je prendrais, par exemple, pour revenir à ce que Maître Ndiéou a dit, parlant du Cameroun. D'abord, le président Paul Biya, qui est un homme de parole, n'a jamais fait une annonce, il dira « je ne serai plus candidat à telle ou telle élection ». Parce que le président Paul Biya est quelqu'un qui a de la mesure. C'est quelqu'un qui ne prend pas la parole n'importe comment. Parce que quand il a parlé, il est tenu d'y respecter. Au Cameroun, il y a eu la Constitution de 96 qui était l'œuvre du constituant qui était... Vous savez la dernière du président, non? Voilà. Par rapport à la CAN, le Cameroun sera prêt le jour dit. Non, mais le Cameroun sera prêt le jour dit. Ça parlait la CAN 2019. Bien sûr, bien sûr. La CAN 2021. Bien sûr. Oui. Mais vous savez... qui a parlé de glissement après. Vous savez... Non, mais écoutez glissement un peu. De date. Vous savez, plus précis. Entre la volonté du président d'organiser la CAN à tout prix et justement les effets de l'environnement qui peuvent faire en sorte que cette CAN ne soit pas organisée, on ne peut pas véritablement de façon ardue vouloir prendre le président de la République sur parole, parce qu'il y a tellement d'événements entre-temps qui ont fait en sorte que la CAN ne puisse pas avoir lieu. Parce qu'il faut regarder un ensemble de choses. Lorsque le Cameroun décide d'organiser la CAN, on n'avait pas prévu qu'il y aura par exemple cette crise sécuritaire au nord-est et au sud-est qui a pris l'essentiel des ressources du Cameroun. Vous voyez qu'il fallait faire des arbitrages entre maintenir le Cameroun en paix et organiser la CAN. Il fallait faire des choix. C'est des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer de long en large. Oui. Mais c'est des réalités qui sont des réalités factuelles. Donc je disais tantôt que le président Paul Biya n'a jamais dit un jour qu'il ne sera plus candidat à une élection. Le président Paul Biya saisit la fenêtre d'opportunité que la Constitution lui ouvre pour être candidat ou pas. Et le jour où il arrivera, que la Constitution ne lui permet plus d'être candidat, il s'en ira. Parce que plus légaliste que le président Paul Biya, moi je n'en connais pas. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame. Encore que la situation en Côte d'Ivoire n'a jamais été semblable à la situation au Cameroun. Le président Paul Biya a toujours gagné ses élections haut la main avec des scores que nous connaissons. Voilà. Or, en Côte d'Ivoire, vous savez comment le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Il a fallu qu'il y ait une guerre, qu'il y ait de l'intervention des forces étrangères en Côte d'Ivoire pour venir déloger un président qui avait déjà été désigné comme président élu. Donc le contexte n'a jamais été le même. Voilà, en 2018, les Camerounais viennent encore de plébisciter le président Paul Biya d'une victoire à un taux de 71%. Donc ça ne peut pas être la même chose. On voit là un dirigeant qui reste par la volonté de son peuple, parce que son peuple le veut là.
Le jour où le peuple ne voudra plus de Paul Biya au Cameroun, il ne pourra plus avoir 71% aux élections présidentielles. Okay. Donc vraiment, il faut que nous évitions l'amalgame. Ok, merci. Général Bao, vous voulez embrayer sur cette façon pour le président Ouattara de dire que c'est la jeune génération qui va, en principe, prendre les choses en main. Il a répété ce jour à Yamoussoukro, il dit « J'ai décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je veux transférer le pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre pour la première fois de notre histoire. » Donc cette volonté-là, c'est-à-dire c'est le président Ouattara qui décide que c'est la jeune génération qui doit lui succéder. Ça vous dérange? Écoutez... Et lorsque, je ne vous coupe pas, lorsque celui qui est vu comme ça pour le RHDP, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a 61 ans. C'est ça la jeune génération? Écoutez, Serge Alain, le président Gbagbo disait, c'est pas ce que j'ai dit qui fait peur, mais c'est ce que je ne dis pas qui fait peur. Le chef d'État Alassane Dramane Ouattara a dit lors d'une tournée officielle à Séguéla, il a dit il y a quelques mois, il a dit que dire que je vais transférer le pouvoir à la nouvelle génération ne signifie pas que moi, Ouattara, je ne serai pas candidat. Ça veut tout dire. Mais ça, c'était avant aujourd'hui. C'était pas avant, il y a seulement quelques mois, il y a 2 mois. Oui. Donc, nous n'allons pas, écoutez, nous laisser distraire. C'est pas à Ouattara de s'auto-saisir pour léguer le pouvoir à la nouvelle génération. En démocratie, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui octroie le pouvoir. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est pas à Ouattara de dire qu'il va léguer le pouvoir à la nouvelle génération. C'est une grave faute démocratique qu'il vient de causer. Et puis, qui est Gon Coulibaly? Gon Coulibaly est l'actuel premier ministre de la Dramane Ouattara. Oui. Mais selon la constitution de 2016, Kaba Dekan est le vice-président ivoirien. Il est du RHGP, il était du PDCI, maintenant il a quitté pour aller au RHGP. Soyons clairs, lorsque tout à l'heure, mon cher ami Yombi a dit que la France est dans une certaine volonté, n'est-ce pas, de changer. De changer quoi? Son passé. Et son passé, c'est un passé honteux. En fait, la plupart des pays africains francophones ont hérité d'un héritage colonial empoisonné. Et c'est le paternalisme néocolonial qui nuit en ce moment les pays francophones. Pourquoi en Afrique, tous les 15 pays de la zone francophone sont des pays très pauvres et très endettés par rapport aux pays anglophones? Justement, c'est parce que la France a une mauvaise politique d'administration de nos peuples, de nos États. C'est de cela qu'il s'agit. Et Ouattara est un pion. C'est un fait valoir. C'est un sous-préfet de la France-Afrique. Non, on ne va pas... Non, écoutez, je pèse bien mes mots. C'est un sous-préfet de la France-Afrique. Je vous en prie, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un du RHDP pour vous apporter la réplique. Non, je ne suis pas apporté, je suis très serein. Vous voyez, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, excusez-moi, mais est le nouveau masque reculé de la France-Afrique. Il a nommé le CPA, c'est le Conseil politique africain, composé de 11 personnes, des insous et autres. C'est une jeunesse africaine qui est autour de lui, à travers lequel il prend ses décisions concernant la France-Afrique. Donc aujourd'hui, c'est ces jeunes-là qui l'orientent concernant toutes les décisions de la politique française de la France en Afrique. Donc c'est un peu cela. Et ces jeunes-là se donnent une volonté aujourd'hui de rompre avec le partenariat néocolonial, avec un passé honteux, oui. Avec la France, c'est un passé honteux. C'est un passé fait de 400 ans d'esclavage, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, lorsque Ouattara aujourd'hui, à l'avènement des élections présidentielles de 2020, veut se porter en démocrate, vraiment, c'est dans l'histoire. Mais dans quelle histoire? Une histoire honteuse. Parce que il dit, en notre temps, je vais passer le pouvoir à la nouvelle génération. Je ne serai pas candidat. Mais si les Gbagbo, les BD sont candidats, je serai candidat. Oui. Mais la Constitution en son article 183 est très claire. Elle ne donne pas l'occasion à Ouattara pour être éligible à un 3e mandat. Donc c'est dans le souci du respect de la Constitution. Mais Bédié n'a pas fait 2 mandats successifs. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait 2 mandats successifs. Donc ils sont libres de se présenter. Ce n'est pas à Ouattara d'interdire à un citoyen qui était plusieurs Ivoiriens de se présenter. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, comme l'a dit l'avocat des victimes à la haie, Massida, elle a dit que Gbagbo revient. Et s'il revient, il sera publicisé par Israël pour être président en Côte d'Ivoire. Et si le président en Côte d'Ivoire à nouveau, il va essayer de faire taire les victimes, les payants à ces pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc le pouvoir Ouattara est dans une volonté manifeste. Elle a une phobie. Et Ouattara est en train de jouer sur 2 tableaux. Il veut soit pérenniser sa bourgeoisie comprador au pouvoir à travers Gon Coulibaly, ou il veut soit
jouer sur un tableau de sorte que lorsque la Constitution sera amendée via les députés, et ce ne sera même pas soumis à référendum, après cela, il va dire, bon, comme le peuple, dans son ensemble, dans son grand ensemble, comme les chefs et rois traditionnels, comme tous les militants du RDR désirent, les Ivoiriens désirent d'ailleurs ensemble que je sois candidat, donc pour eux, je suis à nouveau candidat. C'est de cela qu'il s'agit. Donc soyons très vigilants. Soyons très vigilants. Ouattara écoute les démarches de ses mandats. Soyons très vigilants. Et nous, les Ivoiriens, nous n'allons pas nous laisser distraire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses en commun, notamment au point de vue culturel, mais au point de vue politique, au point de vue médiatique, ce n'est pas la même chose. Figurez-vous, en Côte d'Ivoire, on a seulement 2 télévisions, RTI1 et TV2. Et depuis 10 ans, sinon 9 ans que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, l'opposition n'a pas accès aux médias d'État. C'est du jamais vu. Alors qu'au Cameroun, on a une centaine de chaînes de télévision, la preuve, je suis là, en homme libre, en train de parler sur le plateau d'Equinox TV. Merci beaucoup. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'on dise, appelons un chat, un chat, un chien, un chien. Ouattara était... C'est un antidémocrate. Donc si aujourd'hui, pour la première fois, en 10 ans d'exercice du pouvoir, qu'il y a eu d'ailleurs par l'apologie des armes, c'est vraiment bon à prendre. On doit rester très vigilant. On doit rester très vigilant parce qu'aujourd'hui, Ouattara décide de laisser le pouvoir. Mais pourquoi diantre il lance un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, le faiseur du roi, qui aurait commis un crime de lèse-majesté parce qu'il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi diantre lance maintenant c'est là le parti Laïc qu'on a bédé, ce parti même qu'il a fait, ce parti qu'il a porté au pouvoir. Ouais. Mais pourquoi? Posons-nous les questions. Pourquoi est-ce que Ouattara écarte ses alliés d'hier? Et dans le même temps, il dit qu'il ne va pas se présenter. Mais Ouattara est dans un jeu trouble. Et j'appelle les Camerounais, j'appelle la communauté nationale à être très vigilante là-dessus. Les problèmes sont réels en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a un problème d'identification qui se pose. Alassane Dramane Ouattara, figurez, vous fait payer 11 500 francs CFA pour que chaque Ivoirien ait accès à une carte nationale d'identité. Et ça sort quand même vite, non? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et ce qu'ils font... Parce que ici, allez, je ne vais pas encore finir. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les régions, parce que c'est la bourgeoisie qu'on prend au pouvoir, ils payent les cartes pour les membres du RGR. Le RDR, c'est le parti État. C'est-à-dire sur le paternalisme néocolonial. C'est un parti État. C'est qui est. Et c'est un parti vraiment qui cherche des choses à tête chercheuse. Donc aujourd'hui, ils financent les éléments, ils financent les militants à avoir la carte nationale d'identité. Et Soro Guillaume m'a dit qu'il y a 6 millions comme ça de cartes qui ont d'être faites pour les gens du RDR. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est le bétail électoral qui a été d'être mis en place par l'équipe de Ouattara au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors que la Banque mondiale a donné un montant de 50 millions de dollars, en fait 30 milliards de francs CFA, pour que les cartes d'identité soient faites gratuitement. Et cela, le ministre Gikawe, secrétaire actuel général du PDCI, la mise sur la place publique la semaine dernière. Ça, c'est de 1. De 2, l'Union européenne a donné 20 milliards de francs CFA pour que les cartes d'identité en Côte d'Ivoire soient faites. Récemment, la Banque mondiale a fait une déclaration. Ils ont fait 2 communiqués en 2 jours, dimanche et lundi, pour dire qu'effectivement, ils n'ont pas donné d'argent pour que les cartes d'identité soient faites. Mais c'est de l'argent, ces 30 milliards vont servir à la mise en place d'un numéro d'une identification unique pour chaque Ivoirien. Ok. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Alain, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Alain, laissez que je m'exprime. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour nous les Ivoiriens, oui, lui, il a eu un long champ de s'exprimer. Pour nous les Ivoiriens, aujourd'hui, ce qui est plus important en Côte d'Ivoire, que Ouattara nous dise où sont passés les 30 milliards de la Banque mondiale, où sont passés les 20 milliards de l'Union européenne en appui à l'opération d'identification et de conception des cartes nationales d'identité biométriques. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire en Côte d'Ivoire comment est-ce que la ménagère va manger à sa faim parce que son panier c'est vide. Parce que Ouattara a dit l'argent ne circule pas parce que l'argent travaille. Mais l'argent travaille pour qui? L'argent travaille pour l'Occident. C'est de cela qu'il s'agit. Ok. Justement, Éric Yombi, sur cette situation, le président Ouattara veut transférer le pouvoir à cette jeune génération. Et, comme je l'ai dit, la personne qui se trouve en pole position au RHDP, c'est l'actuel Premier ministre, Madougou Coulibaly. Il a 61 ans. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord revenir sur un certain nombre d'éléments. Général Bao, vous n'avez pas en face de vous l'avocat du président Ouattara. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je ne suis pas venu ici faire le procès de la France. Mais je sais très bien ce que la France a fait. La France officielle a fait au Cameroun et en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais je répète ce que j'ai dit tantôt. Dans la volonté de la France officielle aujourd'hui, il y a une volonté d'habillage démocratique. C'est exactement les termes que j'ai utilisés. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'il y a des changements profonds et pourtant en réalité, ce sont des changements de palais. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, selon les règles de la CEDEAO, il n'est pas possible pour un pays de changer, de modifier sa constitution à partir du moment où un dispositif lié à l'élection présidentielle, ce dispositif serait changé avant 6 mois. Je veux dire après 6 mois. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que si nous sommes au mois de mars, c'est parce qu'en réalité, nous allons déjà au terme du temps qui lui est imparti pour que cette modification soit possible. Ça déjà, il faut le savoir. Ça veut dire que si nous étions au mois de mai, il ne peut pas avoir des éléments à modifier dans la constitution ivoirienne qui permettrait au président Ouattara de se représenter. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Autre élément, lorsque le chef de l'État réunit le Parlement en congrès, il spécifie les éléments sur lesquels il doit s'exprimer. Il y a au moins 2 éléments sur lesquels le président Ouattara s'est exprimé aujourd'hui. Et on le sait. Il a proposé notamment que le vice-président soit élu, vous le savez sans doute. Il a proposé que le vice-président soit élu. Deuxième élément, il a parlé de la continuité parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où les députés autres, ils ont 5 ans de mandat, il peut arriver que le mandat soit prorogé. Voilà les 2 éléments sur lesquels le chef de l'État s'est exprimé. Et tout porte à croire que c'est sur ces éléments que la Constitution sera modifiée pour répondre évidemment à ces desiderata. Pour répondre à votre question maintenant, il a dit ceci exactement, transférer le pouvoir. Je suis gêné. Évidemment, en tant que républicain et démocrate, je suis gêné d'entendre qu'un chef de l'État tenant le pouvoir dise qu'il va transférer le pouvoir. Ça veut dire que dans la transition qui se prépare, dans l'alternance qui se prépare, il sera partie prenante, il va peser de tout son poids. Les mots ont un sens. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Les mots ont un sens. Et ça voudrait dire quoi de manière simple? La Côte d'Ivoire, depuis la crise post-électorale, on est dans un rapport de force. Et le président Ouattara, c'est cynique de le dire, mais c'est la réalité. Il a réussi à écraser politiquement la plupart de ses adversaires, avec évidemment le soutien de ses partenaires occidentaux notamment. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, lorsqu'il dit « je vais transférer », mais le message est suffisamment clair à ses adversaires politiques. Il est en train de leur dire « cette chose que moi je détiens », évidemment, je vais donner cette chose. Tout à fait, je vais donner cette chose à qui je veux. Et ne soyons pas naïfs sur ce plateau. Monsieur Ouattara ne peut pas prendre une décision qui engage la Côte d'Ivoire sans que la France officielle ne soit au courant, ou bien sans que celle-ci n'ait son mot à dire par rapport à cela. Parce que, évidemment, il y a tellement d'intérêts qui sont en jeu, qui dépassent évidemment le cadre de la Côte d'Ivoire. Alors, de mon point de vue, les personnes qui seraient sur la shortlist, oui, pensant évidemment à l'éventuel départ du président Ouattara, on pense non seulement à Mamadou Gon Coulibaly, mais surtout, il y a un autre qui a un parcours très intéressant. Ahmed Bakayoko, l'actuel ministre de la Défense. Parce que celui-ci aura la particularité d'affronter, j'allais dire frontalement, Guillaume Soro. Parce que si on s'en tient à la déclaration actuelle du chef de l'État, ce qui se prépare, c'est qu'évidemment qu'il y aura dans les jours à venir une véritable médiation entre le président actuel et Guillaume Soro pour qu'il revienne. Parce que dans tous les cas, Guillaume Soro sera candidat à cette présidentielle. Et sans faire de prophétie, je peux vous dire ici maintenant que le président Gbagbo ne sera pas dans cette élection. D'accord? Et tout porte à croire qu'il y aura des négociations pour que soit le président Bédié, il s'aligne, soit il va tout simplement dégager. C'est ce que nous pouvons lire, n'est-ce pas, entre les lignes concernant cette communication politique. Ok. Maître Ndiaye, votre avis sur cette notion de transfert du pouvoir par Alassane Dramane Ouattara? Évidemment que je ne peux pas. À la jeune génération. Évidemment que je ne peux pas être à l'aise avec un terme de cet acabit. Oui. Parce que je crois que nous sommes, Monsieur Mboutou me pardonnera, cet autre amalgame, pour reprendre sa terminologie. Nous vivons un transfert de pouvoir, d'ailleurs, à une jeune génération, si on se reporte à 1982. Et cela fait une quarantaine d'années que ce transfert dure. Donc, toutes les fois où, justement, dans une république, on s'attache à vouloir se succéder à soi-même à travers des mécanismes plutôt dynastiques, le risque, c'est de déboucher sur des situations de crise. Sinon de crise, au moins de voir le pouvoir échouer entre les mains de ceux qui peut-être n'étaient pas les plus outillés pour le gérer. Et pour savoir qu'ils n'étaient pas les plus outillés, il suffit de convoquer la notion de bilan. 40 ans de bilan, bon, on a dans ce bilan-là des promesses non tenues, des effets d'annonce. J'aimerais bien qu'on comprenne qu'il y a une différence entre une annonce
et un effet d'annonce. Parce que quand M. Mbouto parle d'effet d'annonce, il met bien le doigt sur ce que les politiciens du RDPC font. Ils ne font pas des annonces, ils font des effets d'annonce. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on dit, dont on n'est pas obligé de se conformer. Si on dit par exemple que la CAN aura lieu le jour dit et j'en prends l'engagement, selon la terminologie effet d'annonce, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tenir cet engagement. Et quand on regarde à l'épreuve des faits, combien sont finalement les engagements tenus? Rigueur, moralisation, où en est-on aujourd'hui avec le bilan? Non, je ne peux pas être d'accord avec la notion de transfert de pouvoir. Mais sur le plan strictement des rapports de force politique, on ne va pas être naïf non plus pour se dire que en politique, cela fait partie des jeux et des enjeux courants. Vous voyez bien que même dans les démocraties, on va dire, établies, entre guillemets, il y a toujours cette tendance à vouloir quand même, en tout cas pour des groupes politiques, de se maintenir. On a bien vu que malgré le fait qu'il y ait des alternances d'appareils en France, la droite a bien voulu se maintenir, même si cela n'a pas été évident. Après la droite, c'était la gauche qui a essayé de se maintenir, même si ce n'était pas évident. Parce que pour ceux qui peut-être n'ont pas observé cela, c'est bien le président français actuel est bien un ancien proche conseiller de l'ancien président français, M. Hollande. Il a été son secrétaire général adjoint à l'Élysée avant d'être son ministre de l'économie pour finalement, après que peut-être, entre guillemets, on lui a balisé le chemin, parce que rappelez-vous quand même qu'il y avait des poids lourds de la scène politique française qui, comme ça, par enchantement, se sont retrouvés du jour au lendemain dans des situations plutôt inconfortables. Si on veut citer, on peut citer Manuel Valls, on peut citer à droite Alain Juppé, etc. Donc on a eu comme l'impression que finalement, François Fillon, etc., qu'on lui a balisé un peu le chemin pour que finalement, un certain groupe politique qui avait déjà le pouvoir, puisse ne pas être très éloigné. Et quand on voit après l'élection de M. Macron, que M. Le Drian, qui était déjà un ministre très important de François Hollande, est devenu un ministre très important sous Emmanuel Macron, qui parle de la défense pour les relations, pour les affaires étrangères. Donc, c'est dans le jeu politique, c'est des choses qu'on observe. Mais il faut toujours que ce jeu politique-là soit soumis au libre choix des populations. Parce que je le rappelle toujours, la souveraineté appartient justement à ce peuple-là. Et cette souveraineté s'exprime à travers le suffrage universel. Les techniques de transfert de pouvoir sont aujourd'hui parfois très subtiles. Elles peuvent consister même à organiser un jeu électoral biaisé. Et donc il faut, et je suis d'accord avec mon ami le commandant Bao. C'était le cas RDC, Kabila, Tshisekedi. On a probablement... Ceux qui penseraient comme ça, oui, de mon point de vue, ne manqueraient pas d'éléments pour affirmer qu'il peut y avoir eu un type de tractation de ce niveau-là. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails sur la question congolaise. Mais évidemment que les règles du jeu électoral peuvent être faites de sorte que les mêmes groupes se succèdent au pouvoir. Et je termine peut-être, pour ne pas être long, avec un exemple où chaque 10 ans, il y a alternance, mais alternance au sein du même parti. C'est le cas de la Chine. Depuis Deng Xiaoping, il y a tous les 10 ans un nouveau président en Chine. Sauf qu'il n'est pas possible là-bas d'avoir un président issu d'un autre parti que le parti communiste chinois. Cela est lié à la loi chinoise. Pour monsieur qui parlait de légalisme, la question du légalisme n'a rien à voir avec la question de la démocratie. Au cas où ils ne le savaient pas, même l'esclavage était légal. L'apartheid était légal. La ségrégation raciale était légale. Le parti unique sous lequel nous avons vécu à l'époque du président Ahidjo était légal. De la même manière que les codes électoraux biaisés d'aujourd'hui sont légaux. Donc le fait de dire qu'il n'y a rien du point de vue de la légalité qui empêche à ce que M. Biya, par exemple, soit président, je termine mon amalgame là-dessus, c'est un fait, c'est une vérité, sauf que on ne va pas nier non plus que le fait d'être là sans discontinuer une quarantaine d'années avec des règles du jeu électoral qu'on sait biaiser
c'est une violation flagrante au minimum du principe de l'alternance. Et la démocratie repose, en plus de reposer sur l'état de droit, repose aussi sur l'alternance au pouvoir. Et je veux être vigilant précisément sur cette question-là pour que le cas ivoirien, et je souhaite que ce ne soit pas vers là qu'on aille, que le cas ivoirien ne soit pas une reproduction de ce mauvais exemple qu'on voit beaucoup en Afrique. Je souhaite pour mes frères ivoiriens que leur pays connaisse effectivement une alternance démocratique. Je souhaite pour ce pays ami et frère que les élections à venir puissent permettre au peuple ivoirien dans sa profondeur d'avoir le président qu'il a choisi. Et je serai heureux. Maintenant, parce que j'ai un problème avec le fait de transmettre le pouvoir, je suis heureux. Enfin, en tout cas, je suis plutôt intéressé à l'idée que ce soit aux jeunes générations. Et à ce niveau-là, si même on parle de M. Gouan Coulibaly aujourd'hui, amalgame ou comparaison, je préfère comparaison, il faudra quand même souligner que dans le cas ivoirien, il y aurait une évolution par rapport au cas camerounais. Ça veut dire qu'au moins, M. Ouattara sait qu'il peut compter sur d'autres personnes que lui. Il a au moins des gens à qui il peut sereinement penser transférer le pouvoir. Ce dont on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas dire forcément d'autres présidents en Afrique centrale. Ok. Joseph Ledin Mboutou, ce transfert de pouvoir à la jeune génération, comme dit Alassane Dramane Ouattara, est-ce que vous pensez sincèrement que il va l'accepter comme ça, Guillaume Kikba Forisoro, Henri Konan Bédié, peut-être Babo, même comme Eric Yopi, lui semble avoir déjà exclu le président Laurent Koudou Babo. Non, ça n'engage que lui, hein. Ça n'engage que lui. Oui, avant... et Charles Blé Goudé. Oui, Serge Alain, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur les propos de Maître Diou qui a galvaudé un peu l'histoire du Cameroun, quand il a dit qu'il y a eu un transfert de pouvoir entre le président Ahidjo et le président Biya, ce qui n'est pas exact, parce que le président de la République, Paul Biya, en 1982, a pris le pouvoir parce qu'il y a eu vacances. Le président Ahidjo a démissionné de son poste de président de la République, il y avait donc vacances. Et la loi, la Constitution prévoyait qu'en cas de vacances, c'est Paul Biya qui non, le Premier ministre son nom était écrit dans la Constitution. Il était donc Premier ministre à l'époque. Voilà, le Premier ministre et le successeur. Paul Biya, qui était donc Premier, parce qu'il était Premier ministre à l'époque. Il était nommé par qui? Devait donc, vous aurez souhaité que le président Ahidjo, en nommant nos Premier ministre, non, ce n'est pas avant, et 2 heures de temps après, il démissionne. Non, monsieur Mboutou. Il s'est retrouvé qu'il y a eu, vous avez parlé pendant presque 15 minutes, hein, il s'est trouvé que le président Ahidjo a laissé le poste vacant en démissionnant. Et la Constitution disait qu'en cas de vacances, c'est le Premier ministre qui remplace le poste vacant du président. C'était constitutionnellement inscrit comme ça. Un peu comme aujourd'hui, si il y a vacances de la fonction présidentielle aujourd'hui, on sait exactement que la fonction reviendrait au président du Sénat. On a vu ça au Gabon avec le décès du président Omar Bongo, qui a aussi laissé un poste vacant. On a vu la présidence du Sénat prendre le pouvoir et organiser les élections. Donc il ne faut pas qu'il parle de transfert de pouvoir entre le président Ahidjo et le président Biya. Nos enfants qui nous écoutent à la maison peuvent prendre ça pour des vérités alors que ce sont des mensonges. Non, mais il faut qu'on précise. Est-ce que le président du Sénat, il ne peut pas se présenter? Il organise juste l'élection. Tout à fait. Voilà. Mais là, il n'est pas candidat. En 1982, c'était cela qui était prévu par la loi, c'est-à-dire le Premier ministre était le remplaçant constitutionnel du président en cas de vacance de poste. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a eu aucune forme de transfert. Il n'y a eu que le respect de la légalité. Bon, maintenant, Ouattara a dit « je vais transférer ». J'ai décidé de transférer il a utilisé le mot « je » là 2 fois. Oui. Et vraiment de façon incisive. Le mot haïssable. Voilà, de façon incisive. C'est pour dire que... Le jeu là vous dérange? Non. Ça dérange aussi, général Bao. Ça veut dire que il est conscient qu'il détient tous les moyens actuellement en Côte d'Ivoire pour donner le pouvoir à qui il veut. Or, il faut faire une parallèle au Cameroun.
le président Paul Biya, lorsqu'il a s'agit de s'exprimer dans ce genre de situation, a dit qu'il n'était pas là pour construire des dauphins politiques. Lorsqu'il s'en ira, tout Camerounais capable de pouvoir occuper cette fonction pourra se présenter. Et comme au Cameroun, pour être président de la République, il faut avoir le suffrage du peuple camerounais. C'est le seul mode viable et valable de transfert de pouvoir au Cameroun à travers une élection présidentielle organisée dans les normes, comme cela a toujours été le cas au Cameroun. Voilà le seul mode. Vous voyez donc, je vous disais tantôt, que le président Paul Biya, lui, ne se lance pas dans des annonces. Il prend du temps, il prend de la mesure avant de dire quelque chose. Le président Paul Biya, que les Camerounais soient rassurés, et au RDPC, personne n'est désigné actuellement comme dauphin du président Paul Biya. Il a lui-même exprimé. Et quand le président Paul Biya dit quelque chose, il le réalise. C'est un monsieur qui aime le Cameroun, qui aime la démocratie, qui aime la liberté, qui aime la paix. D'ailleurs, il a toujours rappelé que ce qu'il voudra que les Camerounais restent en souvenir de lui, que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et c'est vrai, c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Vous vous souvenez qu'en 1989, lorsque les vents d'Ouest commençaient, il y a eu des vents de l'Est commençaient, il y a eu des marches, même au sein du RDPC, où on ne voulait pas l'ouverture démocratique. Le président Paul Biya a dit c'est ça la voie. Parce que le président Paul Biya a toujours été un homme éclairé. Et puis, pour rester longtemps au pouvoir et continuer à être soutenu autant par le peuple, parce que 37 ans de pouvoir après, et être élu à 71% dans une élection au suffrage universel direct, même pas indirect, suffrage universel indirect, il faut aller questionner la personnalité du président de la République. Je crois que tout est dans la personnalité du président de la République camerounais. Voilà, merci. Nous sommes donc arrivés au terme de la première partie, parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet, il va nous donner dans un instant les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette décision du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara de ne pas être candidat pour l'élection présidentielle prévue en fin octobre 2020, alors que ses adversaires politiques s'attendaient à une grande réforme de la Constitution. Il y a eu quelques réajustements. Nous en parlerons en ouverture du journal. Vous le savez, le sommet Afrique-France se tient dans quelques mois. C'est en juin à Bordeaux, en France. Et la France qui reconnaît qu'il y a des pertes de parts de marché des entreprises françaises sur le continent africain. Elle souhaite se relancer, se relifter à travers ce sommet. Les grandes articulations, les innovations ont été présentées au Cameroun lors d'une rencontre entre le patronat camerounais et la secrétaire générale en charge de l'organisation de ce sommet Afrique-France. Nous ferons le point au cours du journal de 20h. Nous reviendrons sur la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec le dernier monitoring effectué par l'organisation International Crisis Group qui fait savoir que près de 50 civils ont été tués juste pour le mois de février 2020 sur le théâtre des affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Nous l'évoquerons ce soir dans le journal de 20h. Et ce jour a été un jour consacré à la levée du corps de toute cette famille qui a été décimée après avoir consommé un repas douteux. Vous vous en souvenez, le reportage que nous avons effectué là où le père et ses enfants ont trouvé la mort après avoir consommé un repas pourtant préparé par son épouse. Comment l'opinion publique réagit-elle en ce jour de levée du corps de presque toute cette famille décimée? Où en est l'enquête? Nous ferons le point ce soir. C'est Jean-Là. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve, bien évidemment, après le 20h de Cédric. Ce sera pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Passe tout de suite donc, madame, monsieur, au 20h de Cédric.